Salam alaikum Karim. Alaikum salam, c'est bon. C'est un plaisir de te retrouver dans ce lieu qui est féerique, comme de nombreux endroits de Marrakech. C'est vrai que Marrakech nous offre ce potentiel de lieux insolites. Ouais, tous les plus extraordinaires les uns que les autres. Tout à fait. Donc c'est également un plaisir de pouvoir partager ce nouveau format de vidéo qui a pour but donc de pouvoir mettre la lumière sur de nombreuses interrogations que se pose notre communauté, mais également des personnes qui suivent le projet de très près et qui hésitent à faire le pas pour de nombreuses raisons diverses et variées, mais qui partagent la même vision. Le plaisir est partagé. Donc, alors Karim, aujourd'hui, tu as souhaité te prêter à un jeu de questions-réponses. J'ai souhaité. Nous avons souhaité, tu as souhaité. C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que l'idée vienne directement de moi. C'est vrai. Et qui fait suite à de nombreuses questions fréquemment rencontrées sur nos services ou nos réseaux. Et c'est une très bonne idée, je pense que je dois te l'avouer, car ces questions sont, pour les avoir lues en amont, vraiment, il me semble pertinentes et pleines de bon sens. Et surtout, nécessaires pour mettre une meilleure visibilité d'ensemble sur le projet. Très bien. Tu vas donc, je me doute, comme à ton habitude, répondre sans détour et sans filtre. On va essayer. À ces divers points évoqués afin d'offrir la transparence la plus totale à nos auditeurs. La transparence, c'est une de nos valeurs qui est au cœur de notre action. Donc, on va essayer de rester fidèle à cette valeur. Très bien. Donc, Karim, si tu es d'accord, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première question. Très bien. Tu es prêt? Donc, la première question est la suivante. L'idée d'Usine Coin est survenue en novembre 2017. Comment et pourquoi as-tu eu cette idée? Alors, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que je gérais une agence de communication digitale. Donc, j'étais le gérant, donc qui avait pour activité principale le développement d'applications mobiles, Apple, Android, donc en langage natif, qui regroupait donc une équipe de développeurs et un service marketing et commercial, avec le but d'avoir des clients au Maroc essentiellement, mais également un développement à l'international. Voilà. Donc on a développé des projets aux plus simples, aux plus complexes. Très belle aventure humaine. Et d'ailleurs, une partie de l'équipe aujourd'hui, qui était là à l'époque, fait toujours partie de l'aventure Usine Coin, Wetio, aujourd'hui. Et donc ça, c'est tout naturellement, quand on est dans la communication digitale, dans le développement d'apps, on doit s'intéresser à tout ce qui se passe autour et bien sûr s'intéresser à cette révolution technologique que représente la blockchain. Tout à fait. Voilà. Et donc de ce fait, alors il y a une touche humaine intéressante, c'est que mon petit cousin, donc le fils de mon cousin Germain, donc le petit-fils de mon oncle paternel, qui vit en Algérie, est venu me rendre visite durant l'été 2017. Je ne connaissais pas, parce que je connais mes cousins germains, mes cousines germaines, mais leurs enfants, chez les Arabes, c'est pas une légende. On en a un paquet. Et donc, je ne les connais pas. Je ne les connais pas tous. Donc, en l'occurrence, lui, pas l'occasion de le connaître. Donc, il est venu me rendre visite. Et pour l'anecdote, mon oncle, qui a été tué lors de la guerre de libération, puisqu'il était combattu pour la libération, l'indépendance de l'Algérie, avait nommé son fils Mohamed Khamis, donc Mohamed V, du nom du souverain marocain qui avait été envoyé en exil à Madagascar. Et puisque mon cousin Germain est né lorsque, effectivement, Sa Majesté avait été envoyé en exil à Madagascar. Et donc, mon oncle, en acte de résistance, avait nommé son fils Mohamed V. Et donc, c'est le petit-fils du résistant qui est venu me voir à Marrakech en parlant de bitcoin, de minage, en disant en Algérie, l'électricité est pas chère, bon marché, on peut miner du bitcoin à des conditions tout à fait préférentielles. Pour moi, il me parlait chinois parce que j'en étais moi à peine à découvrir ce que c'est que la révolution blockchain, et lui était venu avec son usine de minage là. Voilà. Donc, j'ai pas prêté du tout attention, j'étais sympa, mais plutôt reparti fâché 3 semaines après, sans aucun résultat. Voilà. Et mais il avait semé une graine qui était là par rapport effectivement à toute cette technologie crypto. Et chemin faisant, à partir de novembre, je m'y suis intéressé beaucoup plus, suite à une deuxième rencontre également, un jeune qui était dans le domaine depuis un moment, qui revenait de ses études à Washington, hein, tu t'en souviens. Donc des discussions avec lui
fait qu'on a pu avancer plus en avant sur le sujet. Et l'idée est venue de lancer une crypto africaine avec une blockchain africaine. Et je considérais que c'était la solution. Alors la solution par rapport à quoi? Par rapport à la fameuse vision. Hein, parce que ça, c'est l'autre axe. Il y avait le premier axe, c'était la communication digitale. On était tout naturellement baignés dans ce domaine. Puis la deuxième raison, c'est ça. C'est le fait que ça faisait quelques années, donc depuis 2015, donc au moins 2 ans auparavant, par rapport à cette époque de novembre 2017, où j'écrivais sur les réseaux, quasi quotidiennement, tu t'en souviens? Tout à fait. Le fait d'annoncer qu'entre novembre 2019 et mai 2020, le monde allait connaître des bouleversements énormes. Et qu'en l'occurrence, on allait vivre une implosion économique et financière en Europe et aux États-Unis, et que l'Afrique allait être totalement préservée. Et que ça allait être le début de l'essor du continent africain. Alors, on n'avait pas prévu le Covid, évidemment. On l'avait prévu, on parlait de crash final, et on parlait du fait que les gens allaient être bloqués dans la nasse, bloqués chez eux, qu'il allait avoir une régression totale des libertés individuelles, et qu'au contraire, l'Afrique allait renaître de ses cendres et connaître un nouvel âge, un nouvel essor. Tu as fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Exactement, vidéo dont on peut, j'imagine... retrouver sur ta chaîne YouTube, donc Karim Ben Abdelkader. Et publier ici le titre. Sûr. On vous mettra le lien voilà. Voilà, tout à fait. Donc une vidéo, on expliquait comment, à travers une rencontre extraordinaire avec une personne qui s'appelle Pascal, qui était Pascal féminin, une dame qui avait passé 15 ans en Chine et en Inde à étudier la science du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est la science des énergies, c'est-à-dire que les lieux sont habités par des énergies, par l'invisible. Tu vois, quand tu es dans un lieu comme celui-ci, tu ressens que les lieux sont habités, une énergie particulière. Voilà. Et que cette réflexion autour des énergies, des vibrations, aujourd'hui, à travers les découvertes extraordinaires de la physique quantique, je veux dire, la physique classique rejoint le fait que tout n'est qu'énergie et vibration. Et les lieux portent une identité particulière, alors négative ou positive, bien évidemment, et que les lieux sont habités par une énergie particulière. Et donc, c'est à travers ce cheminement, cette démarche, que j'ai pu avoir une relecture du Coran, donc une lecture avec ma propre sensibilité, m'amenant à avoir une vision à travers le verset 190 de la Sourate 3, concernant le signe dans la création des cieux et de la terre, donc l'espace, et ce signe, en déduire, c'est le 7, et l'alternance de la nuit et du jour, et que dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y avait un signe pour les doués d'intelligence, pas pour les musulmans, pour tout le monde, pour tous les doués d'intelligence. Et donc, dans l'alternance de la nuit et du jour, je suis parti à la recherche du 7, du chiffre 7, donc qui était évident puisqu'il est partout dans la création, partout dans l'espace, et le rechercher dans le temps. Et c'est à travers l'évolution de la courbe démographique mondiale que j'ai pu découvrir qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand la population mondiale a aligné les 7, donc 777 millions, il s'était passé des événements extraordinaires. Là, sur un laps de temps très court de quelques années, c'était la Révolution française qui a eu des conséquences sur le champ politique mondial énormes. C'est la révolution industrielle en Angleterre avec le moteur à explosion qui a fait naître la révolution industrielle et donc la société capitaliste, consumériste qu'on connaît aujourd'hui. C'est la naissance de l'Empire, donc les États-Unis, qui est fondé sur la lie de l'Europe et qui a fondé un empire qui n'a jamais cessé d'être en guerre et dont la déclaration d'indépendance est située à cette période. Et dans le désert du Neige, dans l'Arabie Saoudite, le pacte entre Ibn Saoud et Abdel Waheb, au même moment, qui a, de mon point de vue, figé, sclérosé, vitrifié la pensée islamique. Et ce rapport, justement, à la mystique, à l'invisible. Et donc, on est rentré dans une période de bouleversement énorme, là, sur plus de 230 ans. Et par projection, les projections démographiques démontraient qu'entre novembre 2019 et mai 2020, les 7 allaient se réaligner, 7 milliards 777 millions. Et donc, par extrapolation, alors là, vous allez voir les pôles s'inverser à une vitesse extraordinaire et un bouleversement avec une implosion de toute l'industrie financière, de tout ce système financier basé sur l'usure, l'usure qui est condamnée de façon unanime par les livres révélés, donc par les religions monothéistes et par toutes les grandes spiritualités, et que ce fait, dès lors que les 7 allaient se réaligner, la société consumériste, individualiste, qui inverse les valeurs, qui détruit sur son passage tout ce qui fait
tout ce qui fonde la diversité de l'humanité voulue par le Créateur, que tout ce système allait imploser et que l'Afrique est au cœur de la matrice et qui a été préservée, qui a été l'endroit du monde le plus préservé par j'allais dire, cette période. Bien sûr. Et le Moyen-Orient, avec ce cœur qui a vu naître la civilisation, ces deux pôles allaient retrouver, allaient revivre une renaissance. Et c'est arrivé. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, la blockchain et le Zincoin, la blockchain était la réponse à ça. C'est-à-dire, c'est facile de... Bon, on a une vision. Les choses, le monde va changer. Il va y avoir une migration très, très importante de dizaines de millions d'Européens vers l'Afrique pour se mettre au vert, au sens propre et figuré du terme. Et donc, comment on allait, nous, apporter une réponse à ces bouleversements? Comment on allait apporter quelque chose, une dimension, une solution opérationnelle qui allait fédérer des gens de divers horizons, de diverses croyances. Et c'est comme ça que et c'est que, tout naturellement, la blockchain était une réponse presque naturelle. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est la matrice, le cheminement de la naissance de cette idée est arrivé comme ça. Et après, c'est la rencontre d'humains. Parce qu'une idée, j'ai l'habitude de dire qu'une idée, ça vaut un. On peut tous avoir des idées. Il y a certains endroits qui sont les lieux de créativité. Je pense à des agences de communication, par exemple, qui peuvent avoir 10 idées dans la journée. Tout à fait. Donc une idée, sur la base, ça vaut 1. L'argent pour réaliser cette idée, ça vaut 10. L'argent, ça se trouve. À ce moment où on est acharné, on peut trouver l'argent. Donc l'idée, ça vaut 1, l'argent, ça vaut 10, mais les hommes et le process pour animer cette idée, c'est ça qui vaut 100. Les hommes et les femmes, bien évidemment. Et donc, c'est la rencontre d'une équipe acharnée qui a décidé de se mettre au service de la réalisation de ce projet, qui a pu effectivement le voir se développer et être arrivé là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà. On va le voir par la suite, mais par extrapolation aussi, une communauté d'hommes et de femmes qui a fait cet égrégore autour du Zincoin qui a été... Tout à fait. Alors ça, c'est l'aspect que nous ne maîtrisons pas et que nous ne comprenons pas. Toujours aujourd'hui, l'ensemble, les tenants et les aboutissants. J'ai fait des rencontres sur le terrain, notamment en France, extraordinaires, des témoignages où je suis resté bouche bée. Je me rappelle du côté de Strasbourg, de cette personne âgée d'un certain âge, Marcel, qui me rencontre dans un hall d'hôtel, qui vient me voir et qui me dit « Je ne comprends pas, je suis retraité, ancien entrepreneur, je suis à l'aise financièrement. De ma vie, je n'ai jamais investi un copec dans un actif quel qu'il soit, action, obligation, rien. Et là, je ne sais pas. Je me lève le matin, je me dis « Je dois faire quelque chose. » Je ressens très, très fort que je dois investir dans le Zincoin. Et je ne peux même pas en parler ni à mes enfants ni à ma femme parce qu'ils ne comprendraient pas. Et moi-même, je ne peux pas expliquer ce que je ne suis pas capable de comprendre. Donc on est dans le domaine de l'intuition, du ressenti. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. Raphaël, du côté de Lyon, extraordinaire. Rencontre extraordinaire d'une personne qui avait des a priori, comme beaucoup de Français ces derniers temps, qui sont portés par une politique de fragmentation du peuple. Raphaël qui était rempli de préjugés vis-à-vis des Maghrébins notamment. Et qui, pour lui, il ne s'imaginait pas mettre un copec dans un projet porté par une équipe au Maghreb. Ça semblait totalement inenvisageable. Et qui me dit, à travers cette aventure, a pu partager, échanger, réfléchir et se rendre compte tous ensemble que finalement, quelle que soit l'origine de l'humain, nous avons beaucoup plus de choses qui nous rassemblent, de choses qui nous divisent. Et que même aller plus loin, nous avons totalement les mêmes ennemis. Voilà, donc fédérer une communauté de gens qui sont issus non seulement d'horizons sociologiques, d'âge totalement différents, on est à l'inverse, plutôt à l'endroit de ce qu'on tente de détruire, parce qu'aujourd'hui, si on parle de la société française, tout est fait pour opposer les vieux aux jeunes, les ruraux aux citadins, les blancs aux noirs, les musulmans aux non-musulmans. Tout est fait pour fractionner au maximum et diviser. Et à travers la peur, la course aux intérêts particuliers. Et là, des gens qui sont de tout horizon, de tout âge, de toute origine, de toute croyance, qui viennent et qui, dans un espace apaisé, soutiennent ce projet. Ça, je n'ai pas d'explication rationnelle. Très bien. Donc, justement, cette histoire de rencontre, ça m'amène à te poser la question sur le comment. C'est-à-dire que c'est par cette vente privée, par le biais de cette vente privée qui a eu lieu donc, du 17 avril 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 de la même année. Donc,
Comment s'est-elle passée, cette vente privée? À partir du moment où le smart contract a été développé, puisque l'idée est née en novembre, et on avait fixé avec les développeurs 6 mois maximum pour que le smart contract soit développé. Alors, il fallait faire ça en parallèle du fonctionnement normal de l'agence, qui avait des chantiers à livrer, et il fallait s'attribuer notamment le code d'Ethereum, puisqu'on était parti à l'époque sur un ERC20, Solidity, qui, à l'époque, il n'y avait aucune documentation. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien. Et c'était très compliqué. Et les développeurs se sont attribués ça et ont développé un smart contract avec des particularités fonctionnelles qui ont été reconnues. Ensuite, il ne s'agissait pas d'un simple smart contract basique, mais complexe. Donc, il avait vu le jour en avril 2018. Et donc, à partir de là, on a fait ce qu'on appelle une vente privée, c'est-à-dire que très concrètement, j'avais quelques milliers de personnes qui me suivaient sur les réseaux suite à cette projection de ce crash final annoncé et qui attendaient impatiemment. Il y avait ceux qui croyaient, qui me soutenaient, et ceux qui m'insultaient à longueur de journée déjà, en disant, racontant n'importe quoi, et attendaient impatiemment d'être dans la date annoncée pour vérifier qu'évidemment, il n'y allait rien se dérouler. Oui. Voilà. Et donc, dans ce contexte, la vente privée a été lancée, c'est-à-dire qu'on a annoncé qu'un smart contract a été développé et qu'une crypto africaine allait voir le jour, donc le Zincoin, en vue de lever les fonds nécessaires au développement d'une blockchain et que ce token allait ensuite être vendu dans le cadre d'une ICO, donc d'une vente mondiale, et par la suite coté sur les marchés. Donc, autant dire que... Alors, elle s'est bien sûr bien déroulée parce qu'au-delà de nos espérances, on a fédéré plus de 700 acheteurs, investisseurs via des réseaux privés, parce que le nom de la vente privée, c'est bien ça, c'est de vendre à travers ces cercles restreints. Bien sûr. Et donc, plus de 700 personnes ont été fédérées et ont acheté spontanément, alors que quand on a lancé ça le 17 avril 2018, il n'y avait même pas de site web, il n'y avait pas de livre blanc. C'est-à-dire qu'il y avait juste l'idée et le smart contract développé. Tout ça est venu après, puisqu'on ne s'attendait pas à un tel engouement. Quand on a fait cette annonce, on s'est dit, s'il y a 20 personnes, c'est très bien. Et il y en a eu tout de suite plusieurs dizaines au cours des 48 premières heures. J'étais extrêmement étonné. Et jusqu'en novembre 2018, fédéré plus de 700 investisseurs. Et puis, une autre particularité, c'est qu'on a été très vite très attaqué. Et voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc, dès le début, ce projet a été vraiment attaqué. Quelles sont les raisons d'un tel acharnement sur ce projet? Il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs strates, plusieurs dimensions. Avec le recul, on arrive à les cerner. Déjà, la première, c'est que moi, ça faisait 2 ans auparavant, que j'annonçais quasi quotidiennement le fait que ce que j'appelais le champ de coton, c'est-à-dire que je m'adressais essentiellement aux descendants de l'immigration maghrébine et africaine en général, et musulmane plus particulièrement, qui était au cœur d'une problématique médiatico-politique en France, avec un rouleau compresseur, c'est tous les jours, les musulmans, l'islam, comme le problème de facto de la société française. Et puis voilà, bouc émissaire. Puis il y a eu ces attentats de civils innocents tués, il y a eu ces problématiques de la destruction de l'Irak, qui a fait naître des groupes extrémistes, et qui provoquaient donc ces tueries. Donc il y a eu des ambiances terribles. Et donc j'annonçais là-bas que quand on regarde l'histoire de l'immigration musulmane, notamment post-coloniale, on n'était pas très loin des champs de coton, mais que les chaînes aux pieds étaient remplacées par les chaînes mentales, et qu'il n'y avait aucune possibilité foncièrement de s'épanouir, et qu'il était beaucoup mieux, beaucoup plus épanouissant de s'exiler. Donc j'appelais ça les affranchis, exilez-vous, brisez vos chaînes mentales et partez. Et pour ça, j'ai suscité quelques animosités, on va dire, quelques haines. De gens qui avaient tout misé sur le champ de coton, qui ne se sentaient pas du tout comme des esclaves, plutôt, moi j'appelais ça les contremaîtres. Donc il y avait plutôt, les bourgeois qui avaient plutôt réussi socialement, qui avaient une position sociale, et qui, encore aujourd'hui, me haïssaient. C'est-à-dire qu'ils avaient tout misé là-bas, ils cherchaient à rompre avec leurs origines, de leurs parents, de leurs grands-parents, maghrébines ou africaines, qui ne les intéressaient pas du tout, sur lesquels ils avaient plutôt honte ou qui mettaient de côté, que c'était du ressort du privé, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc avec leurs masques, leurs faux semblants, donc c'était violent un peu de leur projeter comme ça un miroir. Donc j'ai suscité quelques haines, on va dire. Voilà. Donc la première communauté de cafards, c'était ceux-là, c'était le maghrébin, y compris d'ailleurs des leaders d'opinion qui avaient l'habitude de faire des vidéos ou de tenir des blogs qui, par jalousie ou alors par conviction, certains par conviction, étaient considérés que ce projet ne pouvait être qu'une escroquerie.
Alors que toi, c'était vraiment une réflexion bienveillante, c'était vraiment faire un réveil général. Ouais, mais pour ces gens-là, ils n'avaient pas cette interprétation. Peut-être que leurs intentions n'étaient pas si nettes. Et voilà, il y avait de la jalousie, il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Donc on a été, dès le départ, attaqué de façon virulente. Et au début, on réagissait plutôt mal. Après, on a exploité ça, on a exploité le bad buzz. On a vu que ça nous servait finalement, parce que ça faisait parler, ça faisait jaser. Donc, on y reviendra après, un peu plus tard, avec justement une collaboration en particulière avec une personne dont on parlera juste après. Voilà, mais qu'on parlait de nous en bien ou en mal, l'essentiel, c'était qu'on parlait de nous. Tout à fait. Donc, cela n'a pas empêché l'ICO, donc la Vente mondiale, de prendre son départ le 27 janvier 2019. Tout à fait. Qui s'est déroulé jusqu'au 27 septembre 2019. Ouais. Est-ce que les résultats ont été au rendez-vous de cette ICO ? Là aussi, on a vécu, on ne pourrait pas développer toutes les anecdotes qu'on a vécues ensemble, Simon, parce qu'il nous faudrait 3 heures. Il faudra faire un livre un jour, je pense. Il faudrait 3 heures pour... Et on se souvient du premier round de l'ICO, parce que l'ICO avait été découpé en 7 rounds. En fait, l'ICO, c'est l'ICO, Initial Coin Offering, c'est la vente mondiale. Donc, aller sur des forums spécialisés de la crypto pour aller promouvoir le projet et ouvrir la communauté à les gens venant du monde de la crypto. C'est ça le but. Et donc, on a mené au départ une ICO classique. Bien sûr. Donc, avec une stratégie classique qui a démarré le 27 janvier, effectivement, 2019. Et donc, avec 7 rounds, et chaque round dure à peu près 1 mois, 4 à 5 semaines. Grosso modo, c'est ça. Avec un objectif très ambitieux, puisqu'on avait réussi la vente privée, donc on avait de grands espoirs quant à l'ICO. Et alors, tu te souviens, le premier round de l'ICO, résultat 0. Et quand on dit 0, c'est 0. Il n'y avait pas un Ether échangé contre un Zinc. Sans explication rationnelle à aujourd'hui. Alors que la prévente, c'était la vente privée, c'était bien passé. Et l'explication rationnelle, on ne l'a toujours pas aujourd'hui. Bien sûr. Donc, tout un round, 0. Des semaines et des semaines. Alors, je ne te dis pas le niveau moral de l'équipe à ce moment-là. Et en fait, comme toujours, tout ça a été finalement le bien a été révélé ensuite. C'est que ça nous a obligés à changer complètement de stratégie, à abandonner toute la communication à destination de la communauté crypto, parce qu'avec le recul, si on avait réussi ce round, on aurait capté une communauté de traders, bien sûr. Et au moment de rentrer sur le marché, notre cours se serait totalement effondré. Exactement. Et on n'aurait jamais fédéré des milliers de gens qui sont toujours aujourd'hui, au moment où on parle, fidèles au poste et suivre les instructions de l'équipe. Donc, on a échappé à cela. Et on a changé complètement la stratégie. On est parti prendre notre bâton de pèlerin et aller chercher des gens, des influenceurs, des influents, qui parlaient à des communautés qui tournaient autour de l'éveil des consciences pour aller leur expliquer la blockchain, les cryptos, pour qu'eux-mêmes fassent les relayeurs. Et c'est comme ça qu'on a rencontré notamment Jim Leveilleur. Voilà. D'accord. Qui habite pas loin d'ici, là, 2 pas d'ici. Tout à fait. Et c'est comme ça que la rencontre avec Jim est née et que la communauté, au sein de la communauté Zincoin, il y a la tribu Jim qui nous a rejoints. Qui est très fidèle au poste. Très fidèle au poste. Et qu'on salue, bien sûr, qu'on embrasse à chaque occasion. Et donc, il y a eu un autre influenceur, Dieudonné Mbala. Tout à fait, qui est arrivé plus tard. Quelques mots concernant cette collaboration, justement. Oui. Alors, Dieudonné, il est arrivé en juin, c'est ça, en juin. Parce qu'on avait même prolongé. Tout à fait. On avait prolongé d'un mois l'ICO parce qu'arrivé tardivement pour relayer le projet, alors Dieudonné, ça a été la deuxième vague, j'allais dire, d'attaque incroyable qu'a subi le projet, parce que c'est un personnage pour le moins polémique sur le champ de coton. Tout à fait. Moi, j'ai rencontré Dieudonné à plusieurs reprises. J'ai eu des discussions avec lui, si vous voulez. Si tu veux, dès le départ, la légitimité de la relation de Dieudonné à ce projet, c'est ses origines camerounaises. C'est ça. Camerounais, qui investit, qui est très attaché à ses racines, qui a pour souhait de finir sa vie au Cameroun, qui encore une fois, qui va souvent au Cameroun, qui a des liens très forts avec l'Afrique. Et donc, sa légitimité par rapport à ce projet, ce lien était naturel. Bien sûr. Après, il y a tout un pendant polémiste sur l'histoire de Dieudonné, qui est vraiment lié au champ de coton, son histoire sur le champ de coton par rapport à ce qui a été au départ un militantisme antisioniste et qui a glissé après par un dérapage, on peut le qualifier pour le coup d'antisémite. Il y a eu des mots, notamment, qui ont été portés, qui pouvaient bien sûr blesser les gens de confession juive en dehors de tout aspect politique. Et ce débat,
On l'a eu avec Dieudonné, très clairement. En disant que sur ce sujet, nous, on se démarquait totalement, puisqu'on pensait que ce qu'il considérait, lui, comme la tête du serpent, à savoir les Juifs. Alors, lui, il faisait une distinction, c'est peut-être caricatural ce que je dis, parce que lui-même ne dit pas tous les Juifs. Il dit les Juifs qui sont vraiment liés au sionisme. Alors que nous, moi, je vais expliquer que même là, il se trompait complètement. C'est-à-dire que, complètement, dans le sens où, même si on prend le cas des sionistes, ils ne tenaient pas les leviers du pouvoir mondial. Tout ça n'était pas acceptable dans une vision rationnelle du monde. Et pour preuve, si on prend même le champ français, cette histoire de CRIF qui organise un dîner tous les ans, je suis désolé, mais quand tu détiens le vrai pouvoir, tu n'organises pas de dîner. Tu n'en as pas besoin. Hein, tu diriges et c'est tout. Donc en fait, il y a eu un amalgame qui a été fait. Oui, un amalgame, parce que là-dessus, il y a eu un désaccord entre nous. On n'a jamais été sur cette longueur d'onde. Mais tout comme on a toujours, je m'étais expliqué d'ailleurs sur une vidéo, rappelle-toi, le Zincoin et les Juifs. Tout à fait. Ce titre, qui peut choquer dans le contexte du champ de couteau, mais qui ne choquera pas du point de vue marocain, parce que les Juifs au Maroc, c'est pas une insulte. Ça fait partie de l'identité marocaine. Voilà, de gens qui sont là depuis plusieurs millénaires. Donc, on fait bien la distinction au Maghreb entre la religion juive, qui est une religion révélée, les gens du livre, et qui, de ce fait, ont toujours vécu parmi les musulmans, et le sionisme, qui posait un problème politique avec le peuple palestinien, et qui, tout naturellement, les Maghrébins ont toujours été en solidarité avec l'émancipation et les droits des Palestiniens sur leur terre. Et donc, ça a créé... ça crée un malentendu, et certains nous ont classés dans la vision de cette vision antisémite autour de Dieudo, et on a eu beau se démarquer. Bon, ça nous a un peu collé à la peau, malheureusement. Alors, il y a eu quelques échanges, quelques discussions, mais après, les gens ont compris quand même. On fait la part des choses. Voilà, mais il y a toujours eu cette différence claire et nette dans la façon de voir les choses. Et ce qui nous lie, d'ailleurs, c'est l'Afrique. Bien sûr. Et après, avec Dieudonné, il a quand même permis à un certain nombre d'investisseurs de profiter de l'opportunité du Zincoin. Donc, voilà, tout à fait. Donc, en cela, sa collaboration a été fructueuse. On ne renie rien du tout. Et même, on allait plus loin. Et c'est toujours notre discours aujourd'hui. Dieudonné a été victime d'une injustice incroyable en France, dans la mesure où, pour un sketch qui était pour le coup en rien antisémite, on se rappelle à l'époque de Fogiel, avait été blacklisté, c'est le cas de le dire, harcelé, insulté, mis au banc, de façon totalement injuste. Et d'ailleurs, Dieudonné avait ouvert la voie sur la possibilité sur les réseaux de fédérer, de dire qu'on n'avait pas besoin des médias mainstream pour exister. Il était précurseur dans ce domaine. Donc, et c'est certainement le meilleur humoriste de sa génération. Et c'est un vrai gâchis, parce que un vrai gâchis d'abord pour la France, pour la société française, pour le vivre ensemble. Avec Dieudo, il y avait largement moyen de parler. Il y avait largement moyen. C'est pas un homme de conflit. Même si, encore une fois, il y a eu des propos maladroits, malheureux, condamnables. La provocation. Voilà, et qui était plus que de la provocation, qui était devenu du fait de ce qu'il avait vécu comme injustice, comme sentiment parce qu'il a été agressé physiquement, à l'acide, c'est pas rien, par des groupuscules d'ultrasionistes qui s'en sont pris à lui, sa famille, ses amis, enfin c'est pas rien. Donc de là est sorti quelque chose chez le personnage, qui a emprunté une voie avec des fréquentations, on va dire, qui sont pour le moins pas très nettes. Voilà. Mais je suis persuadé que la porte avec Dieudo, c'est pas fini. C'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a beaucoup de talent, artistiquement parlant, et qui sur le champ politique s'est retrouvé au centre de quelque chose qui le dépassait totalement et sur lequel il a combattu debout. Et ça, on peut que le reconnaître. Alors, après, il y a eu un désaccord profond avec lui et son équipe. C'est la naissance du Sestrel, qu'on a très mal vécu, parce qu'il a voulu absolument lancer le Sestrel le 15 décembre 2019, alors qu'on venait de rentrer sur les marchés. Il reviendra après pour la cotation. On venait de rentrer sur les marchés, et il a tenu à lancer son projet bien trop tôt, d'après nous. Alors, il était libre de le faire, il n'y avait pas l'accord écrit qui l'empêchait, mais il y avait un engagement, il y avait une communauté pour arriver à ce que le projet Zincoin arrive à maturité. C'est surtout pas le moment d'aller se lancer son propre projet. Ça faisait pas du tout complémentaire. Contre-emploi, ça pouvait porter que préjudice, jeter, la confusion. Tout à fait. Donc on lui a signifié que nous étions totalement contre, que c'était pas le moment.
en son âme et conscience, avec son équipe, il a pris la liberté de lancer le Cestrel au mois de décembre 2019. Et à partir de là, la collaboration, de fait, s'est arrêtée. De fait, parce qu'il n'y avait plus rien à partager à ce niveau-là. Il était parti sur ses propres rails, son propre projet. Et nous n'avons rien à dire, et nous n'avons pas eu notre mot à dire. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé dans cette relation avec Dieudonné. Très bien. Merci pour cet éclaircissement par rapport à la relation avec Dieudonné qui était nécessaire, effectivement. Donc, tu l'as évoqué, le Zine était déjà sur les marchés, donc à ce moment, par rapport à la relation avec Dieudonné, et c'était en novembre 2019, le 17, plus précisément. Et aujourd'hui, on est à peu près 15 mois de la cotation. Quel est ton sentiment à ce jour par rapport à la cotation du Zine sur le marché ce retour? Extraordinaire, plus que satisfait, parce que là aussi, il faut reprendre les éléments factuels. C'est-à-dire que, comme tu le sais, Wetio a été déployé au mois de mai dernier avec une communauté de mineurs qui avait le jour, donc à travers le club Wetio. Puis en fait, la blockchain a été ouverte et on est à ce jour à plus de 75. Alors, presque 80, 79. 79 masternodes montés, donc qui génèrent des récompenses en Zine. Il y a eu le dédommagement IDAX. Alors ça, à ce jour, si on est témoin, on est à plus d'1 million. Ça, 1 million. Exactement. C'est énorme. Exactement. 1 million de Zine dédommagés auprès de gens qui, parce que simplement, avaient détenu cet actif sur IDAX à l'époque, qui était une plateforme chinoise sur laquelle le Zine était coté et qui avait craché fin 2019. Alors, indépendant de notre volonté. Bien sûr. Tous les autres tokens qui étaient cotés sur IDAX, personne n'a été dédommagé. Tout le monde a renvoyé à la responsabilité de la plateforme. Tout à fait. Nous sommes le seul projet qui avons annoncé que, parce que nous étions un projet pas comme les autres, parce que nous fédérions une communauté avec qui nous étions proches, nous allions dédommager. Mais 1 million, c'est énorme. Alors, si vous prenez n'importe quel projet qui va lancer sa blockchain et donc son écosystème minage avec une communauté d'un peu plus de 10 000 membres, plus 1 million de Zine injectés de façon concomitante, la cotation du Zine, aujourd'hui, elle devrait être à 0,001 $. Or, on se maintient entre 0,60 et 0,80 $. Ce qui prouve la résilience du Zine et surtout la solidité de la communauté qui est impliquée depuis le début, qui nous suit, qui tient le coup, malgré la crise, malgré le fait d'avoir réalisé de belles plus-values. Pour certains, ils sont pas loin de x10 parce qu'il y a des gens qui ont acheté à 0,07. Exactement. Lors du Black Friday en novembre 2018. Oui, on avait fait ça. Et qui, normalement, à x10, vu la situation du Covid, auraient dû revendre au moins une partie de leur portefeuille et ont conservé. Certains avec de gros portefeuilles, comprenant plusieurs centaines de milliers, voire millions même, bien sûr, de Zine et qui en démordent pas et qui n'ont pas vendu un seul Zine. Ça a été possible que par l'histoire qu'on vient de raconter. Et donc, oui, bien évidemment, à ce jour, au vu de la cotation actuelle du Zine, ça prouve sa force, sa résilience. Et ça promet le meilleur parce qu'il faut bien comprendre que tout l'écosystème autour de Wetio, et c'est moins qu'on puisse dire, n'a pas été déployé. Mais va être déployé. L'équipe a toujours tenu ses promesses et ses engagements, va être déployé au cours des prochains mois. Donc on peut extrapoler le fait que, une fois cet écosystème sur lequel on va revenir, tout à l'heure. Voilà, qui repose sur 3 axes, va voir le jour. Ça va être une communication, un socle de communication, ça va permettre une communication extraordinaire et donc permettre aux Zincoin et aux autres actifs, Afrix, Ziri, de s'envoler. Super, super. On parle de Zine, de son prix justement qui aurait dû se cracher, mais dis-moi, tu avais annoncé un Zine à 17 $ avant le 31 décembre dernier et je pense que nous en sommes loin du compte. Effectivement, nous sommes loin du compte. Et ça, c'est bien, c'est parce que c'est une belle leçon d'humilité et ça prouve plusieurs choses. Ça prouve, que moi, j'étais convaincu avec une partie de l'équipe. Il y avait une partie qui était plus sceptique, mais nous étions convaincus du fait que, avec l'arrivée de WetioX, avec l'éco-village, il y avait WetioX, l'éco-village. Le DeFi. Ah oui, et le fameux DeFi, donc la finance décentralisée, Uniswap, parce qu'il y a eu une réalisation technique majeure. Bien sûr, le bridge. Le bridge qui a été fait permettant l'interopérabilité, donc la connexion entre Wetio et Ethereum. Tout à fait. Que cela allait être une grande nouvelle et que ça allait propulser le Zine au-delà de 17 $.
Alors, ça n'a pas eu lieu, et on en a tiré les raisons, on a analysé, et ça nous a permis, bien sûr, et c'est le but, de se remettre en question et de dire pourquoi, alors que tout le potentiel est là, pourquoi on n'a pas décollé. Et on a relevé notre propre déficit en termes de communication. Nous en avons tiré les enseignements à travers le recrutement et le montage d'une cellule en interne et le recrutement d'un profil. On y reviendra. On en reviendra, voilà, professionnel, spécialisé dans le domaine de la stratégie de communication pour les services financiers et on réussit le pilotage de ce type de projet. Voilà, donc c'est que partie remise. Et ça permet aussi de démontrer quoi? C'est que l'équipe n'a aucune prise sur le cours. On nous a accusés d'avoir un cours truqué. Oui, parce que c'est ça. En fait, les gens se posent des questions. Mais comment se fait-il que le ZIN ne bénéficie pas de la frénésie actuelle sur le marché des crypto-monnaies? Parce que le ZIN est particulier, il est décorrélé de l'évolution du Bitcoin. Et ça aussi, c'est une extraordinaire nouvelle. Parce que vous avez vu que tous les altcoins, en fait, quand le Bitcoin monte, ça monte. Quand le Bitcoin baisse, ça baisse. Bon, souvent avec des amplitudes plus importantes. Nous, pas du tout. On est décorrélé. Et ça, ça provoque une fois la particularité, c'est que notre communauté n'est pas composée d'une communauté de traders, mais de gens qui sont des investisseurs, des holders, comme on l'appelle, des investisseurs sur le long terme, qui croient au projet autant que nous y croyons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes solides et que nous reposons sur ce socle très solide, parce que l'écrasante majorité, on peut dire la totalité des ZIN aujourd'hui, sont détenus par des gens qui croient au projet. Et donc, quand tu auras une nouvelle arrivée de nouveaux investisseurs suite à ce que nous allons déployer, ça va automatiquement, de façon mathématique, logique, provoquer une pression à la hausse et donc une envolée de l'actif. Justement, tu parlais de ces nouveaux investisseurs et de ta croyance justement à ce $17 que tu maintiens. Bien sûr. Donc, ces nouveaux investisseurs, tu en as annoncé un notamment en particulier, mais est-ce qu'il y en aura d'autres? Il y en aura d'autres. Tu sais où il en est. Il est là. Il est là et on est en phase de finalisation. Il y en a d'autres qui arrivent. Et encore une fois, ça va être le travail de ces prochains mois en parallèle du déploiement de l'écosystème. Parce qu'au final, il faut bien se rendre compte qu'un cours est toujours le reflet d'un sous-jacent, d'un écosystème. Sinon, c'est du vent. Et plus nous déploierons l'écosystème et qui est en phase là maintenant de se consolider de manière importante, plus ça aura un impact très fort sur le cours. Voilà, donc encore un peu de patience. Et vous verrez effectivement que nous récolterons les fruits de notre persévérance, de celle de l'équipe et de la communauté. Donc en parlant d'écosystème, justement, la base de cet écosystème, c'est la blockchain Wetio. Quel avenir pour Wetio? L'avenir pour Wetio, c'est déjà... Alors ça va se développer sur plusieurs axes. C'est le développement des dApps, donc de ces applications reliées à la blockchain. Des acteurs majeurs vont s'emparer d'idées innovantes, notamment pour le continent africain, et utiliser Wetio. C'est également les distributeurs automatiques, les distributeurs qui vont permettre d'acheter directement du Zincoin, du Bitcoin, de l'Ethereum, et avec ces distributeurs reliés directement à WetioX via une API. Donc là, WetioX, je rappelle, ça va être notre propre plateforme qui va être déployée là, à la fin du premier trimestre, et donc qui va renforcer considérablement l'écosystème et qui va permettre le déploiement de distributeurs permettant l'achat et la vente de nos actifs directement via WetioX. Donc, c'est ça. Donc le ZIN. Le ZIN, c'est le coin de Wetio. Et Wetio, c'est la première blockchain africaine. Super. Mais, du coup, ça m'amène justement à ce que tu as déclaré que 2021 était l'année de la consolidation de l'écosystème. Est-ce que tu pourrais nous préciser cela? Alors, oui, je parlais de 3 axes de développement. Je les rappelle, c'est WetioX, notre plateforme, d'accord, qui sera une plateforme qui va être une plateforme phare en Afrique et qui va permettre effectivement de maîtriser un écosystème de bout en bout. C'est les distributeurs, les dApps, les distributeurs automatiques installés en Afrique, d'abord au Burkina Faso, puis d'autres pays de la sous-région pour s'étendre à l'ensemble du continent. Ces distributeurs reliés à WetioX. Et 3, c'est les éco-villages, avec WetioX, c'est l'Afrix, et le Ziri, avec les éco-villages. Là, les éco-villages, le premier éco-village qui va voir le jour, tu en sais quelque chose, parce que tu es chef de projet sur ça, et tu viens de voyager pas plus tard aujourd'hui sur le terrain. Ce matin, tu reviens d'ailleurs de quelques kilomètres là, pour te rendre sur le terrain. Donc, les éco-villages qui avancent, et
nous serons à même, au courant mars, là, avant le 10 mars, hein, c'est ça, de présenter concrètement les brochures, les plans d'aménagement 3D, des habitations qui vont être déclinées en 4 modèles. Hein. C'est ça. Donc, je parle sous ta direction. Et donc là, première quinzaine de mars, et qui va lancer concrètement la commercialisation avec 25 unités disponibles dans l'éco-village. Donc, Way2X, plus les DAPS, les distributeurs, plus les éco-villages, plus le recrutement. Voilà, on y vient. Le recrutement de 2 profils. Un profil communicant qui a une longue expérience en matière de développement, de stratégie marketing pour les produits financiers, avec un carnet d'adresses bien étoffé, pour aller relayer, changer cette communication, puisqu'on quitte le bad buzz, pour aller sur d'autres sphères géographiques de manière professionnelle. On va arrêter les liens, j'allais dire, amical, on va dire l'amateurisme, passer au stade professionnel, donc intégrer un profil spécialisé qui va déployer les stratégies via des relais de communication professionnelle pour faire connaître nos projets aux 4 coins du monde et donc avoir un impact très favorable sur le cours. Et parallèlement, le recrutement d'un deuxième profil avec un aspect financier, avec une longue expérience en levée de fonds, en levée donc capital risque, profil banque d'affaires, fonds d'investissement, carnet d'adresses étoffé, qui lui va partir à la recherche de levée d'argent sur nos actifs via Way2X pour des durées d'investissement de moyen-long terme, 5-7 ans, puisque dans ce domaine, 5-7 ans, c'est du long terme. Et à partir de là, avoir un impact extraordinaire sur Zincoin, Ziri et Afrix. Magnifique, plein d'optimistes. Alors, 2021, c'est le déploiement de tout ça, plus la rencontre à Marrakech, et plus, bien sûr, toute la suite. Et on revient sur le cours. Pour revenir sur le cours, qu'on soit clair, l'équipe aurait les moyens, au jour d'aujourd'hui, d'injecter sur le marché, d'acheter pour, je sais pas, moi, plusieurs centaines de milliers de dollars, $1 million de ZIN. Tu imagines l'impact que ça aurait immédiatement sur le cours. Mais pourquoi ce serait idiot et inopérant? Parce que ça profiterait à tout le monde, sauf à la communauté. Bien sûr. Ça profiterait en rien aux holders. Alors que nous préférons, bien évidemment, vis-à-vis de notre communauté, dédommagement à EDAX, plus d'1 million de ZIN dédommagés. Je peux te dire que les gens, c'est inespéré. Les 7% pour ceux qui ont respecté les consignes, qui ont conservé leurs ZIN, là, au mois de mars, là, maintenant. Au mois de mars, on va voir 7%, c'est énorme. 7% de leur portefeuille en ZIN crédité sur leur portefeuille. Le ZIN Cash, alors suite à la rencontre de Marrakech. Voilà, on y vient, juste après, si tu veux bien. Justement, suite à cette rencontre de Marrakech, tu parles du ZIN Cash, mais tu as aussi parlé d'un service de gestion de portefeuille qui sera mis en place. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus? Oui, suite au ZIN Cash, il va y avoir une double signature pour le ZIN Cash, parce que je rappelle que le ZIN Cash va être délivré à la communauté sans contrepartie aucune, ni financière, ni aucune. C'est cadeau. Cadeau par rapport au fait de tout ce qu'on a construit ensemble. Et ce ZIN Cash en double signature, de fait, il va être coté sur notre plateforme Way2X, j'imagine, et il va rentrer sur le marché à minimum $500. Et on va prévoir un calendrier de sortie pour chacun des investisseurs suite à la rencontre de Marrakech, et la mise en place d'un service de gestion de portefeuille délégué, donc d'un mandat de gestion de portefeuille, et adossé à la délivrance d'une carte de crédit. Magnifique. Qui permet aux gens, trimestriellement, il y a tant qui a été vendu, ça se débloque sur leur compte liquide, et les gens, partout dans le monde, avec leur carte bleue, cadeau. Ils achètent, ils payent directement, ils récoltent le fruit de ce qui a été construit ensemble. Mais il faut quand même... Quelles sont les conditions pour pouvoir... Parce que c'est un cadeau extraordinaire. Quelles sont les conditions pour pouvoir avoir accès à ce ZIN Cash, justement? Être membre de la communauté. Être membre de la communauté, tout le monde connaît les définitions aujourd'hui, c'est avoir respecté les consignes. Je rappelle que sur la blockchain, tout est tracé, tout est traçable. Il n'y a pas d'intémétré sur la blockchain, on sait tout. Donc, à partir de là, on peut raconter de bêtises. Donc, on voit qui est membre de la communauté, qui a respecté les consignes de cet investissement. Il n'y avait pas de contrainte. Personne n'a un pistolet sur la tempe de dire vous respectez ou vous ne respectez pas. Et on n'a jamais qualifié de traite ceux qui ne respectent pas. Sauf que nous récompensons et nous considérons comme encore une fois, membres de cette communauté qui forme un socle avec lequel nous souhaitons travailler dans la durée. Et donc, à chaque fois, périodiquement, nous récompensons et nous cesserons de le faire pour jalonner
et bâtir cette grande aventure avec cette communauté qui ne fait que commencer. La finalité de ça, c'est quoi, Simon? Comme tu le sais, c'est que demain, à travers cette communauté qui représente plusieurs milliers de membres aujourd'hui, tout à fait. l'actif Zincoin, Ziri, Afrix s'envole. Oui. Les gens ont réalisé leur objectif, la liberté financière. Nous animerons un réseau de gens qui auront de l'épargne, évidemment, à investir. Bien sûr. Et qui ne vont pas forcément réinvestir tous leurs actifs dans de la crypto. Bien sûr, évidemment. Investir dans l'économie réelle, nous avons commencé à le faire au Maroc, à travers des projets. Il y a les éco-villages, mais il y a d'autres choses, d'autres projets qui tournent autour, qui sont créateurs d'emplois, créateurs de richesses dans l'économie réelle. Parce que nous ne perdons pas de vue, bien sûr, que la blockchain, c'est cette formidable révolution technologique qui va permettre de financer des applications reliées à la blockchain et donc avoir des effets directement pour impacter sur le terrain favorablement le développement et la création de richesses. Voilà, enrichir cet écosystème, y compris par l'investissement direct demain dans des projets qui pourront être financés par une partie des plus-values générées par la communauté, bien sûr. Et enrichir encore plus la communauté puisque l'argent est un flux, une énergie. Magnifique. Et que nous n'avons aucun tabou par rapport à cela. Alors, à la finalité, quand on demande quelle est la valeur utilitaire, c'est vrai que quand on voit, pour les gens qui vont être patients, cette valeur utilitaire, elle va être même dans du concret. Ah, mais on est pleinement dans ce qu'on appelle le virtuel, j'aime pas ce mot, mais dans effectivement l'immatériel, la blockchain, et nous sommes ancrés dans la matière à travers ces projets qui verront le jour et qui représentent un formidable effet de levier à travers notre communauté d'investisseurs qui auront réalisé... auront accédé à la liberté financière grâce à nos projets, grâce à leur investissement, grâce à leur implication, et ce sera bien sûr pleinement mérité. Super. Je vais terminer avec la dernière question, quand même, parce qu'il en faut une. Et cette question, c'est quel conseil et message souhaites-tu faire passer à la communauté? Alors, à la communauté, écoutez, c'est continuer à être persévérant, parce que vous verrez que là, dans les prochains mois, il y a des annonces très importantes qui vont représenter des jalons cruciaux pour notre projet commun et qui aura des conséquences très concrètes sur l'évolution de la valeur du portefeuille et qui représentera une fierté pour nous tous, au-delà, bien évidemment, de l'aspect financier. Et un message au-delà de la communauté, aux gens qui nous écoutent et qui ne sont pas membres de la communauté, de rejoindre cette communauté formidable qui a vocation à s'agrandir, à se renforcer de jour en jour et à construire une nouvelle voie ici en Afrique, avec des gens de tout horizon, pour bâtir ce nouveau monde que tout le monde appelle de ses voeux. Nous avons bien compris que le monde ancien, qui était basé sur la consommation à outrance, l'exploitation sans limite des ressources de la Terre, est arrivé au bout. Ce modèle est au bout, est à bout de souffle, il est en train d'imploser, il arrive sur sa fin, et qu'il s'agit d'apporter notre pierre à la construction de ce nouvel édifice, de cette nouvelle voie, de cette nouvelle ère, de ce nouvel ère. Et c'est en cela que nous invitons tout un chacun de nous rejoindre, parce que notre projet va bien au-delà, bien au-delà, comme vous l'avez compris. Un simple projet crypto et va bien au-delà de l'enrichissement de tout un chacun. Voilà. Et merci Karim pour toutes ces réponses et éclaircissements, pour le moins utiles pour de nombreuses personnes, j'en suis sûr. Ce fut un plaisir. Toujours est-il que nous pourrons renouveler l'expérience, si tu le souhaites. Chaque fois que nécessaire, bien sûr. Voilà, si ça s'avère nécessaire. Nous allons donc mettre un terme à cet entretien, à cette rencontre. Je te laisse le mot pour la fin, si tu veux bien, pour clôturer cette rencontre. J'ai qu'à me dire, portez-vous bien. Voilà, et prenez soin de vous et gardez la pêche. Salam alaikum.